Si vous êtes d'accord. En plus, il fait beau, il fait frais, tout va bien. D'abord, bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux amphis dans cet atelier. On va traiter de thèmes qui sont un peu compliqués en ce moment, tant sur le plan politique, mais aussi sociétal et aussi dans l'intimité parfois. On a parmi nous deux personnes importantes dans la question de la défense des droits des femmes, mais aussi sur la question d'une perspective plus longue sur comment est-ce que le service public, d'une certaine façon, l'État et la société, prend soin des nouvelles générations et celles et ceux qui ont la responsabilité de le faire. On va parler un peu de choses un peu dures, de mortalité infantile, d'hôpitaux qui vont mal, de femmes qui sont maltraitées, de personnalités politiques qui ont des paroles malheureuses. Et évidemment, nous consacrerons un temps important à un échange avec vous, puisque nous sommes ici dans des amphis politiques. Et donc nous considérons, comme vous le savez à la France Insoumise, que la parole n'est pas réservée aux élus. Sinon, ça serait un peu compliqué de faire comme les autres. Mais au contraire, que beaucoup des réponses, des solutions sont dans la société. Et que c'est cet esprit que nous allons essayer, en tout cas tenter de faire vivre dans cet atelier. Je tiens à remercier la présence de Muriel Lebreau, qui est députée de la France Insoumise dans notre groupe, tous ensemble. Je le dis parce que c'est le moment pub. Muriel va entamer un tour de France des maternités, parce qu'on essaye à l'Assemblée nationale justement de faire porter cette difficulté au plus près du quotidien, pour ensuite, comme vous avez peut-être pu le voir notamment sur les réseaux sociaux ou sur le site de l'Assemblée nationale, de faire en sorte que notre parole publique, notre parole politique soit ancrée dans la réalité de ce que vivent la population, de ce que vivent celles et ceux qui sont maltraités aujourd'hui par les politiques du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Et le fait de parler, y compris des fois de mettre des prénoms sur ce que vivent les uns et les autres, parfois ce sont nos voisines, nos voisins, nos amis, nos familles, c'est les gens que nous connaissons, et ça donne de la chair, et nous espérons que celles et ceux qui sont dans cette souffrance soient représentés à l'Assemblée nationale et que leur parole ne soit pas lettre morte, mais que nous fassions en sorte que ce vécu, ce quotidien puisse être transformé en politique. C'est les députés que nous souhaitons être, et c'est la parole que nous essayons de porter collectivement. Je tiens à dire que le livre d'Anthony Cortès, Sébastien Lorca, est en vente ici, dans l'espace des livres. Donc n'hésitez pas à le prendre. Moi, je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas faire le mec qui l'a lu, tu vois, non, c'est pas vrai. Mais je sais qu'il y a plein de chiffres, d'anecdotes, etc., qui permettront d'étayer ceux qui s'engagent sur ce combat. Et puis quant au planning familial, c'est chez vous, c'est au quotidien. On l'espère, en tout cas, on le défend. Nos alliés objectifs, tant qu'il existe encore, tu as raison de le préciser, ce qui est lourdement attaqué et aussi fortement défendu, pour faire en sorte qu'on est au plus près du quotidien, celles et ceux qui s'engagent pour le droit des femmes, pour le droit des enfants, pour le droit de toutes et tous à avoir une vie digne. Je ne vais pas être plus long. Je propose de te donner la parole, Anthony, si tu es d'accord, hein, que je n'ai pas bien présenté, je sais, je suis désolé, mais Sébastien Lorquin, voilà, le journaliste et co-auteur du livre que je viens de présenter, et Sarah Durocher, qui est la patronne, on dit ça comme ça ? La chef ? La représentante, la porte-parole, en tout cas, celle que moi j'ai connue quand j'étais dirigeant associatif, j'étais président de la FCPE, celle que j'ai connue comme une partenaire militante vraiment indéfectible sur ces droits-là, notamment au milieu scolaire. Donc voilà, Sarah, je te remercie d'être ici, toi aussi. Puis je propose de donner la parole, tu plantes le décor, et on aura une grosse demi-heure pour échanger ensemble, donc ne désespérez pas, ne trémoussez pas sur vos chaises. Et ensuite, évidemment, Sarah. Tu commences ? Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux pour écouter cette conférence. Alors, la mortalité infantile, qu'est-ce que c'est ? Déjà, pour commencer, peut-être une toute petite définition. En fait, ça concerne les bébés qui sont nés vivants et qui sont morts avant l'âge de 1 an. Avec Anthony Cortès, on a fait cette enquête sur ce sujet difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a découvert à l'été 2023 que la mortalité infantile réaugmentait en France, ce qui est une absolue anomalie statistique, puisqu'on est un cas unique en Europe. Pour bien comprendre, en fait, on a une baisse historique de la natalité, et dans le même temps, on a plus de bébés qui perdent la vie avant l'âge de 1 an. Forcément, on a voulu comprendre pourquoi et comment on pouvait expliquer ce chaos français. Surtout que quand on regarde d'un point de vue statistique, en fait, on a véritablement connu une dégringolade. La France était dans le top 3 européen en 2000. Aujourd'hui, nous sommes 23e sur 27 et notre taux de mortalité est de 4,1 pour 1000. C'est pour ça qu'on a appelé notre livre 4,1, parce que ce qu'on a voulu faire, c'était donner corps à ce chiffre-là, montrer que derrière ce chiffre qui est quelque chose de froid, en fait, qui sort d'un rapport de
l'INSEE, eh bien derrière, il y a 2800 bébés qui perdent la vie chaque année. C'est un bébé sur 250. Et on a vraiment voulu raconter ce qu'il y avait derrière ces histoires, en fait, ces cas, ces parents endeuillés, ces familles anéanties, et qui sont bien souvent invisibilisés actuellement dans le débat politique. Donc on a vraiment voulu comprendre les raisons qui ont expliqué pourquoi la France a dégringolé de la sorte. On pourra peut-être y revenir plus en détail si vous le souhaitez, sous forme d'échange. Parce qu'en fait, ce qu'on remarque déjà de base, c'est qu'aujourd'hui, on est à une croisée des inégalités absolue avec ce terme de mortalité infantile. C'est que ça touche à la fois aux inégalités sociales, économiques, territoriales et politiques. On a des populations qui sont bien souvent sujettes à des difficultés et qui sont frappées par des difficultés en cascade. Et c'est elles aujourd'hui qui payent le prix de la défaillance de notre système de santé, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit en priorité. Je ne sais pas si tu souhaites qu'on échange peut-être sur des thèmes plus précis pour... Là, j'ai planté le décor. C'est peut-être pour... Ok. Donc, du coup, derrière, en fait, ces multiples inégalités, ce qui nous a vraiment poussé à enquêter, c'est surtout... Quand on a démarré notre travail d'investigation, c'est les premières réponses auxquelles on a été confrontés de la part des autorités médicales et politiques. Quand on a essayé de comprendre pourquoi la mortalité infantile réaugmentait en France, pourquoi on était un cas unique en Europe, on nous a répondu, en gros, que c'était la faute des femmes. Que les femmes faisaient des enfants plus tard, qu'elles étaient davantage en surpoids au moment de la grossesse, qu'elles étaient plus sujettes aux addictions. Et qu'elles étaient plus dans des situations de précarité, comme si elles l'avaient choisi. Ça nous a doublement interpellés parce que déjà c'est absolument abject d'entendre ça comme, sans rejeter totalement qu'il y ait que certains facteurs individuels puissent avoir une explication de la mortalité infantile. Ce qui nous a révolté, c'est de voir que c'était présenté comme l'explication unique, alors que quand on regarde chez nos voisins européens, les femmes font aussi des enfants plus tard, les femmes sont aussi, pour certaines sujettes au surpoids, ont aussi des addictions. Enfin, je veux dire, l'alcool et le tabac n'existent pas qu'en France, et malgré tout, voilà, on voit nos voisins européens qui ont des trajectoires nettement meilleures que la nôtre. Donc voilà, pour planter un petit peu le décor, expliquer pourquoi on a commencé ce travail d'enquête. Voilà toutes les raisons, et on pourra peut-être y revenir après un petit peu plus en détail sur celles qui vous intéressent en particulier. Très bien. Merci Anthony. Donc là, on a bien planté le sujet. Sébastien, pardon, excuse-moi, c'est ton collègue. Et on va te donner la parole tout de suite à toi. Tu vas ? Allez. Ok. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur que le planning soit invité aux universités d'été, évidemment de la France Insoumise. Alors, juste pour dire, on va dans les différentes universités d'été où nous sommes invités, puisque nous ne sommes pas partout invités. Mais en effet, l'objectif, c'est de mettre des sujets qui nous semblent très importants, en effet, qui sont les sujets du féminisme, les sujets des droits sexuels et reproductifs. On a un bon exemple, puisqu'il y a eu une belle bataille, tu le disais, sur la constitutionnalisation du droit à l'avortement, qui a été une victoire de la France Insoumise, mais aussi des écologistes, en tout cas un travail transpartisan qui a été une très grande force et qui a été aussi un travail assez, j'ai envie de dire, exemplaire sur les élus politiques, mais aussi la société civile. Juste pour la petite information, on a déjà raconté ça avec Mathilde à plusieurs reprises, mais on faisait des petits déjeuners tous les mois pour partager nos stratégies. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller en Italie et évidemment aussi on a préparé le travail en Pologne pour un peu travailler ce sujet et aussi comparer les bonnes pratiques concernant les droits sexuels et reproductifs. Mais en attendant, c'est pas forcément que le sujet, mais je vais peut-être juste présenter le planning parce que c'est important, même si tout le monde connaît un petit peu le planning. C'est une association encore plus importante de le dire. Alors ici, je sais que c'est OK, mais il faut se dire qu'on est dans un contexte politique quand même très compliqué, que ça soit budgétaire, mais que ça soit aussi sur des attaques, et j'en parlerai un petit peu plus. Évidemment, c'est un réseau de 82 associations, une association militante, féministe, d'éducation populaire, qui accueille 500 000 personnes par an et qui intervient auprès de 150 000 jeunes en matière d'éducation à la sexualité. Je pense que c'est important dans ce contexte-là de redire que le planning familial, c'est une association de terrain. Le plaidoyer que je vous fais aujourd'hui et de ce que j'ai envie de vous partager, ça vient du terrain, ça vient de la remontée des bénévoles et salariés et de la parole des personnes. Parce qu'aujourd'hui, quand le planning familial est attaqué, c'est évidemment une association qui est attaquée, mais c'est aussi les actions
et c'est les publics. Donc je vous parle de ces 500 000 personnes, d'où la blague qui était très mauvaise, parce qu'il est hors de question que le planning disparaisse, mais de dire que derrière une association et derrière des militantes, il y a des personnes aussi, et des personnes parfois qui sont le plus éloignées du droit, qui ont peu d'informations, et évidemment qui ont peu de moyens aussi. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas sans le théoriser, que les femmes seules avec enfants sont dans une grande précarité. Et j'ai même envie de dire de pauvreté. Le mot précarité parfois me dérange un petit peu, puisque parfois on est face à des situations de femmes qui ne peuvent même pas se déplacer, prendre un transport pour juste accéder à la santé, à des droits. Et je pense que c'est important de les dire. Et j'ai envie de vous dire que la politique d'Emmanuel Macron n'a rien aidé, bien au contraire. Et nous, sur le terrain, on le voit évidemment au quotidien. Donc peut-être... dire que la question des droits sexuels et reproductifs, c'est un sujet éminemment important. Et il y a la question de l'avortement, de la contraception, aussi le droit d'avoir un enfant dans des bonnes conditions et de vivre une vie digne. Je pense qu'il y a quelque chose autour de ça qui est quand même très importante. Et nous, le planning familial, de ce qu'on observe sur le terrain, que ça soit sur l'accès à l'avortement, sur l'accès à la contraception, on parle évidemment, et les violences aussi, parce que le planning n'a pas forcément cette image, mais nous, on est dans un accueil inconditionnel des personnes. Il faut savoir qu'une femme ou une personne qui vient demander un test de grossesse, à chaque fois, on lui fera un repérage systématique des violences pour mettre le mot derrière et se dire qu'on est dans un accueil global et que quand on parle d'accueil inconditionnel, c'est pas que l'avortement, c'est la sexualité, c'est la connaissance de son corps, c'est énormément de choses. Et nous, ce qu'on observe, c'est que actuellement, le planning familial est attaqué, mais j'ai envie de vous dire que c'est le milieu associatif qui est attaqué, c'est la santé sexuelle qui est attaquée. Souvent, on voit qu'il y a des disparitions d'hôpitaux de proximité, des fermetures de maternités de proximité. Dites-vous bien que dès qu'on ferme une maternité, on ferme aussi un CIVG. Ça veut dire qu'on ferme vraiment de l'accès au droit à la santé et évidemment des manques de dépistage sur des cancers, par exemple, ou en tout cas un retard très important. Et nous, c'est des choses qu'on observe sur le terrain, c'est des choses qu'on essaye de compenser avec peu de moyens, et j'ai envie de vous dire encore plus de baisse de moyens, puisque apparemment il faut faire un effort budgétairement. Évidemment, ça tombe sur nous, comme par hasard. Mais en tout cas, quelque chose autour d'un sujet qui est essentiel et qui est très important. Cette question des droits sexuels et reproductifs. Peut-être dire aussi qu'on a rentré l'avortement dans la Constitution. Ça a été une victoire merveilleuse. Même si l'écriture ne nous convenait pas, c'est important de le dire. Nous, on a vraiment poussé pour que ça soit l'écriture qui était portée par Mathilde Panot et travaillée ensemble, qui était de garantir le droit pour les personnes, en fait. Je ne vais pas vous dire la phrase qui est écrite dans la Constitution, parce que je crois que comme je ne l'aime pas trop, je l'ai un peu mise de côté. Mais il y avait le terme liberté, il y avait le fait qu'on parlait de femmes et pas de personnes. Et je rappelle juste qu'il y a une offensive transphobe qui est internationale, mais qui est aussi en France, et qu'il ne faut pas sous-estimer ça. Donc bien évidemment que c'est une victoire. Le monde entier nous a regardé avec vraiment une envie de protéger ce droit, et que par contre nous, le planning, on observe vraiment des vraies difficultés d'accès à l'avortement. On a sorti un baromètre l'année dernière, on va en ressortir un tous les 2 ans avec les moyens qu'on peut. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a plus de 25% de femmes qui sont obligées d'aller dans un autre département pour avorter. Et ça ne va pas en s'améliorant. On manque de professionnels, on manque vraiment juste d'avoir une information. Et je pense que ça, c'est des éléments qui doivent nous alerter, puisqu'on a aussi des soucis, par exemple, des suivis de maternité, où il y a des femmes qui sont pour aller faire juste une échographie ou un suivi échographique, ou aller dans le privé, mais pour aller dans le privé, il faut avoir les moyens financiers, ou encore se déplacer dans un autre département. Donc on est vraiment dans quelque chose autour du service public, bien évidemment, où si vous avez les moyens, vous pouvez y avoir accès. Je caricature un peu, mais c'est un petit peu ça quand même. Et par contre, les personnes qui sont les plus pauvres et le plus éloignées du droit, où on voit vraiment une distance très importante concernant l'accès aux droits des personnes. J'ai envie de vous dire que Emmanuel Macron avait fait une de ses ambitions, la question de l'égalité femmes-hommes. Le bilan est très très maigre. Évidemment, vous vous en doutez bien. La question des violences, de la même manière, est assez dramatique. Ça veut dire qu'on a eu une révolution féministe qui a été très forte. Ça a été le MeToo. Aujourd'hui, les associations perdent de l'argent et ne sont plus capables d'accueillir les femmes victimes de violences.
c'est vraiment une alerte que je vous dis. Ça veut dire qu'il y a eu une révolution féminine. Je pense que c'est la plus grande qui a eu lieu ces dernières années. Il y en a eu tellement de toute façon, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose autour de l'accès au droit, l'accès à l'accueil, l'accès à l'écoute, qui est vraiment en difficulté. Et je vous avoue, ces 6 derniers mois, ça s'accélère tellement pour le planning et pour les associations, où on est vraiment très inquiet. Encore une fois, pas parce que c'est le planning, mais pour les gens, pour les personnes et les femmes qui sont vraiment dans des difficultés très très importantes, que ça soit l'information, mais aussi l'accès à la santé en général, que ça soit quand on garde une grossesse ou pas, mais en tout cas, ou un suivi tout simplement, il y a une grosse inquiétude. Et les premières victimes, c'est les femmes pauvres, c'est les femmes qui sont en parcours migratoire, c'est les personnes LGBTQI+, c'est vraiment les personnes les plus éloignées. Donc voilà, on est dans ce contexte de difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans les capacités de s'organiser, qu'on n'interpelle pas les politiques pour faire des actions concrètes, mais je pense qu'on est dans un temps important et ne pas sous-estimer que la question des droits sexuels et reproductifs, au vu de l'offensive qu'il y a actuellement avec Pierre-Édouard Stérin, avec plein de mouvements qu'il ne faut pas sous-estimer. Moi, je me rappelle à chaque fois qu'on nous disait « mais pourquoi vous voulez rentrer l'avortement dans la Constitution ? Il n'y a pas de risque ». Bon, alors chacun peut en dire quelque chose. En attendant, l'extrême droite, elle est la même. Le projet politique de l'extrême droite, elle est la même. C'est l'attaque de l'avortement, c'est l'attaque contre les personnes LGBTQIA+. Et ça ne changera pas. L'extrême droite française n'a pas d'exception. C'est tout à fait la même. C'est le même projet. Et je crois qu'il faut qu'on soit très attentif à ça. Parce que la montée est quand même très très puissante et nous on le voit sur les personnes qu'on voit et on le voit nous aussi puisque le planning familial encore 2 jours a eu 2 attaques contre 2 vitrines avec cassées. Donc on a des attaques régulières, des messages d'intimidation sur le militantisme féministe et je pense qu'il y a vraiment cette alerte que l'on doit avoir et des solutions à trouver puisque encore une fois c'est bien des choix politiques qui ont été faits au niveau budget. Des sous, il y en a. C'est simplement qu'aujourd'hui, il y en a qui profitent, dans l'ambiance actuelle, d'attaquer les féministes et d'attaquer la santé des femmes. Merci Sarah, merci Sébastien. Préparez-vous parce que là, je vais faire mon truc de 2-3 minutes. Là. Et après, c'est vous. C'est-à-dire que l'idée, c'est que soit vous posez des questions, parce que là, vous avez quand même des experts du sujet qui seront à même à la fois de donner des exemples, peut-être des chiffres, en tout cas des réflexions de qu'est-ce que ça veut dire en 2025, le sujet dont on est en train de parler. Moi, je me souviens quand c'était le vote à la Constitution, ma maman habite au Chili. Je peux dire que j'ai reçu un coup de fil très tôt en disant « n'oublie pas d'aller voter ». Donc, évidemment, j'allais y aller, mais c'est pour vous dire, non pas la pression que nous avons reçue, mais parce qu'il n'y a pas de pression à mettre, mais la préoccupation que cela signifiait qu'entre les générations, eh bien, ce sujet était fondamental, mais qui vient de loin. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, que les attaques ont été en règle aussi pour pas que ça arrive. Un peu de temps après ma maman, j'ai eu ma sœur qui m'a appelé, qui est plus jeune que moi. C'est-à-dire que c'est une vraie préoccupation, et j'ai envie de dire, c'est pas une préoccupation que de femmes. Et c'est aujourd'hui peut-être ce qu'on a gagné. C'est que aussi des préoccupations d'hommes qui font qu'un hétéro-beauf, hétérosexuel, machiste, latino-américain, c'est l'éducation que j'ai reçue. Aujourd'hui, prend fait et cause de se lever le matin pour aller voter finalement. Tu as raison, ce qui n'est pas un droit, ce qui est une liberté, et ça fait toute la différence. Peut-être que tu y reviendras tout à l'heure. Donc tu pourras, oui, pardon, voilà, ça fera toute la différence là-dessus parce qu'il y a encore des conquis à avoir. Donc préparez-vous à prendre la parole. Je sais que c'est un peu difficile le premier ou la première, mais ça va aller, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est ça. On est ensemble jusqu'à 15h, il est 13h50. Donc on a le temps de poser les choses, on a le temps de se tromper. On a le temps de faire état aussi de ces idées reçues, de ces préjugés parfois. L'idée, c'est de les déconstruire ensemble pour essayer d'avancer parce que tu as raison, on a gagné des choses, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc une fois que je dis ça... on parlait de l'IVG. Moi, je suis dans la commission éducation. Je viens de ce monde-là en tant que parent d'élèves. Je suis papa de 4 garçons qui ont tous grandi en Seine-Saint-Denis. Et donc, c'est un sujet qui, évidemment, m'a beaucoup préoccupé, m'a beaucoup motivé en tant que papa. Comment est-ce que je fais face, finalement, à ce masculinisme qui est dans la société, qui se traduit aussi dans les enseignements. Et finalement, comment est-ce qu'il y a une inversion des rapports et des valeurs qui sont en train de se mettre en place, où des hommes, beaucoup de droite et d'extrême droite d'ailleurs, font
état du fait que les hommes sont tellement attaqués que le féminisme n'est plus l'égalité de droit entre les hommes et les femmes, mais que les femmes prennent l'ascendant sur les hommes, que les hommes sont victimes des femmes et qu'à ce titre-là, il convient de résister, de se rassembler pour faire en sorte que les hommes ne soient pas les perdants de cette avancée dont tu as fait état, Sarah, et que tu as étayé, Sébastien. Donc il y a un sujet. Il y a un sujet, comment est-ce que ce masculinisme qui est établi aujourd'hui dans notre société, qui est porté y compris par des personnalités politiques jusqu'au plus haut niveau, donne une légitimité, de mon point de vue, à ce que je vais appeler très schématiquement le suprémacisme masculin. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui, non pas dans certaines personnalités politiques, mais aussi dans la société, que ce n'est pas seulement des hommes qui sont victimes, entre guillemets, du féminisme qui est dévoyé dans sa définition, mais qui, en fait, sont des hommes qui doivent réintégrer, remettre à l'ordre du jour le fait qu'ils ont à être supérieurs à la femme et que leurs femmes leur doivent être soumises. Et moi, j'entends ça, notamment avec mon petit côté sud-américain, c'est pour ça que j'y ai fait écho, parce que c'est effectivement un courant très important qui se développe en Amérique latine, pas seulement chez Bolsonaro, pas seulement chez Milei actuellement, mais quelque chose qui a été très fort, notamment quand les femmes, et notamment chiliennes, se sont dressées pour faire en sorte de lutter contre les viols, contre les maltraitances, contre les dominations masculines, contre en fait le fait que les lois, les règles, l'école, la justice est faite par des hommes avec ces femmes qui disaient que les violeurs, c'est vous, la justice, c'est vous, et qu'en fait, ce sont les femmes qui étaient victimes de ces hommes qui faisaient les règles dans la société. Et on est, je pense, dans cette situation-là. Je pense que nous sommes dans cette situation quand, par exemple, vous avez, y compris dans les rouages de l'État, dans les rouages de l'éducation nationale, des hauts fonctionnaires d'État qui donnent des arguments pour qu'on n'enseigne pas l'éducation sexuelle aux enfants. Je pense que nous sommes dans cette situation-là quand on accepte, en fait, que des enseignants refusent de faire l'éducation sexuelle aux enfants telle qu'elle doit être faite, soit au regard de la science, soit au regard de la société, en invoquant une sorte de, comme pour les médecins, une sorte de clause de conscience qui ferait que dans des établissements, on n'enseigne pas ce qui doit être enseigné à tous les élèves. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand vous grandissez dans une famille qui est machiste, comme celle dans laquelle j'ai grandi, quand vous grandissez dans une famille qui est raciste, qui n'est pas celle dans laquelle j'ai grandi, quand vous grandissez dans une famille qui est antisémite, qui n'est absolument pas celle dans laquelle j'ai grandi, eh ben, il n'y a que l'école qui permet de déconstruire avec des enseignants qui sont formés pour cela, pour faire en sorte que peut-être qu'on peut le penser, mais que c'est illégal. Peut-être qu'on peut le mettre en œuvre dans son intimité, dans sa vie privée, mais on ne doit pas le faire de façon collective parce que ça contrevient au droit. Et quand nous attaquons l'école de ce point de vue-là, alors nous attaquons l'ensemble de la société parce qu'après tout, les médecins qui refusent de faire des avortements, après tout, les politiques qui ne votent pas les budgets pour que le planning familial fasse son travail et pas seulement le planning familial, mais d'une façon générale, toutes celles et ceux qui prennent soin des femmes et des enfants. Quand vous avez des élus politiques ou des responsables associatifs qui prennent la parole à longueur de télévision pour expliquer combien les hommes sont maltraités, etc., eh bien, je me dis que tous ces gens sont passés par l'école et que finalement, puisqu'on y va tous, beaucoup se jouent là. Et que quand on attaque l'école aujourd'hui comme c'est attaqué, on est aussi en train d'attaquer le sujet dont nous sommes en train de parler. Quand vous avez des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont en âge d'avoir des relations sexuelles, qui sont en âge parce qu'ils n'ont pas mis le préservatif, parce qu'il n'y a pas eu la pilule, parce qu'ils n'ont pas eu cette éducation ni à la maison ni à l'école, eh bien oui, l'acte sexuel devient un acte qui se traduit par un enfant, en tout cas un nourrisson, et que l'avortement, eh ben c'est pas si facile à faire, notamment quand vous êtes dans une famille dans laquelle ce n'est pas la norme et dans laquelle c'est combattu au sein même du nucléon familial. Donc je pense que quand on attaque l'école, quand on attaque les enseignants, quand on attaque les parents, quand on attaque les élèves qui viennent à l'école et qui s'habillent comme ils le souhaitent et qui sont sanctionnés par le chef d'établissement, eh bien nous attaquons aussi le sujet duquel nous sommes en train de parler. Je finirai sur cet exemple-là. J'ai eu à traiter, quand j'étais responsable associatif, de jeunes élèves qui venaient retour des vacances avec les cheveux violets, des jeunes filles qui mettaient des robes. À l'époque, ce n'était pas encore les garçons, parce que tu vois, j'ai 50 ans. Et heureusement, maintenant, ils le font. Et le chef d'établissement mesurait la taille de la robe ou regardait la couleur des cheveux. Ils ont le droit de le regarder. Ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, parce qu'en plus c'est illégal, c'est d'exclure ces élèves. Parce que la taille de la jupe ou la taille de la robe n'était pas de la bonne taille. Parce que la couleur de cheveux ne convenait pas à la norme. Et quand des parents d'élèves, avec des enseignants, avec des chefs d'établissement votent dans le règlement intérieur d'un établissement qu'il faut une tenue correcte exigée, qu'il faut une couleur de cheveux adaptée, etc., et que les élèves se traduisent ensuite avec un vote dans des conseils de discipline par des parents, des enseignants et un chef d'établissement, pas les élus,
ceux qui peuvent y aller, je leur invite à regarder droit. Les élus n'ont rien à faire dans un conseil de discipline, sauf si ça les concerne en tant que maire, mais pas en tant que père éducatif. Eh bien, nous sommes en train d'attaquer finalement l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous sommes en train d'attaquer finalement ce qui va être l'avenir et le fait que des jeunes et des enfants qui vont être en âge d'être médecins, d'être infirmiers, d'être celles et ceux qui vont prendre soin des femmes qui veulent ou pas avoir un enfant parce que c'est leur corps et il leur appartient et il est bon de l'enseigner de cette façon-là, eh bien, nous sommes en train d'attaquer finalement le sujet que tu abordes, c'est-à-dire que c'est une des raisons, il me semble, c'est un sujet que je pose à la discussion sur la question de la mortalité infantile, parce qu'on ne prend pas soin des femmes, et donc si on ne prend pas soin des femmes, on ne prend pas soin aussi des enfants, et nous accélérons aussi d'un point de vue anthropologique et sociétal la question de la mortalité infantile dans notre pays, qui n'est pas une question scientifique, qui n'est pas une question technique, mais qui est une question clairement idéologique, éthique et anthropologique. Et nous sommes en recul là-dessus.